Bonjour à tous et à toutes, ou à toutes et à tous. Bienvenue dans cette matinale de la recherche du DRAPS, consacrée aujourd'hui à la question de l'activité physique et de la sédentarité, avec la présentation du programme ICAPS, intervention centrée sur l'activité physique et la sédentarité auprès des collégiens. Qui va être présentée notamment par Madame Rostand, chargée de mission en promotion de la santé à Santé publique France. Cette matinale est organisée par l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé Occitanie, dont l'objectif est de soutenir les démarches en éducation et promotion de la santé des acteurs du territoire, donc essentiellement les professionnels du secteur sanitaire, du secteur social et du secteur éducatif. L'IREPS porte le DRAPS, le dispositif régional d'appui en prévention et promotion de la santé, piloté par l'Agence régionale de santé Occitanie. Ce DRAPS, c'est un dispositif partenarial dont le but est en fait de mettre en lien les chercheurs et les professionnels de terrain par le partage de connaissances des données scientifiques, mais aussi des données expérientielles. Donc, ça va bien dans les deux sens. L'idée, c'est d'aller des chercheurs vers les acteurs de terrain, mais aussi des acteurs de terrain vers les chercheurs. Son objectif principal au DRAPS est d'améliorer la qualité des pratiques en promotion de la santé et de participer à la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. Les objectifs des matinales, c'est de valoriser des projets locaux, régionaux, mis en place dans le cadre d'une recherche interventionnelle et qui mobilisent des données probantes, c'est-à-dire des données dont il a été démontré scientifiquement qu'elles ont un effet sur les comportements des individus qu'elles ciblent. Mais les objectifs de la matinale, c'est aussi de favoriser les échanges sur les pratiques de recherche interventionnelle en santé publique, de renforcer les capacités des acteurs et soutenir le développement de projets de recherche innovants impliquant des équipes mixtes, d'évoquer les freins et les conditions de réussite d'une recherche interventionnelle, et puis d'aborder aussi les questions de mise à l'échelle dans un autre contexte. Quand on sait qu'un programme fonctionne bien, qu'il a été démontré efficace, probant par son évaluation, comment ensuite, comment on capitalise et quels sont les éléments de transférabilité qui nous permettent ensuite de le transférer dans un autre territoire, dans un autre contexte. Donc, on aura aussi une partie pour aborder ces questions-là. Je vais maintenant vous présenter les intervenants. La présentation du programme ICAPS sera réalisée par Madame Florence Rostand, chargée de mission en promotion de la santé à Santé publique France, et également par messieurs Florent Boucher et Fabrice Dosseville, directeur et directeur adjoint du CNDAPS, donc le Centre national d'appui au développement en activité physique et lutte contre la sédentarité. Et donc, ils sont directeurs et co-directeurs également du Centre socio-culturel et sportif Léo Lagrange de Colombelles. Le témoignage de la mise en œuvre de dispositifs de type ICAPS en Occitanie, donc on fera un zoom sur l'exemple du Gers, sera réalisé par Madame Nadine Canton d'Arnaud, chef du service jeunesse, sport et vie associative à la DDCSPP du Gers, par Madame Sophie Médiamol, chef de projet sport santé au comité départemental olympique et sportif du Gers, et par Monsieur Yves Baraté, responsable du pôle développement sportif au conseil départemental du Gers. Donc, vous aurez de nombreux intervenants pour cette matinale. Le soutien technique de cette matinale est assuré par Madame Angèle Nicole, assistante de communication à l'IREPS Occitanie. Et donc, pour ma part, je suis Claire Masson, chargée de projet à l'IREPS Occitanie pour le département de la Lozère, et donc j'assurerai l'animation et la modération de cette matinale. En ce qui concerne le déroulement de la séance, elle se déroulera en 3 temps. Nous aurons un premier temps consacré donc à la présentation du programme ICAPS, de l'expérimentation au déploiement, et qui nous amènera vers 11 h. Une deuxième partie sur la mise en œuvre des dispositifs de type ICAPS en Occitanie avec l'exemple du Gers, d'une quinzaine de minutes, donc ce qui nous amènera vers 11h15, 11h20. Et puis, une troisième partie d'une demi-heure consacrée aux réponses et questions des participants.
Enfin, pour finir et avant de donner la parole à Madame Rostand, je tenais à préciser qu'à l'origine, cette matinale consacrée à ICAPS a été proposée suite à la demande du comité départemental du DRAPS de la Lozère, qu'en raison du contexte sanitaire, elle a lieu en visioconférence, ce qui nous permet d'accueillir des participants de toute l'Occitanie et même au-delà, puisque quelques participants viennent d'autres régions. Donc, nous sommes ravis de vous accueillir à cette matinale et je vais maintenant laisser la parole à Madame Rostand pour vous présenter le programme ICAPS. Bonjour à tous, je suis donc Florence Rostand, je travaille à Santé publique France et je voulais déjà commencer par remercier les organisateurs de cette matinale d'offrir cette tribune donc au projet ICAPS. Donc, comme vous le savez, en tout cas pour nous, en tout cas pour Santé publique France, l'identification d'interventions scientifiquement validées et fondées sur des données probantes, ainsi que la création de leurs conditions de déploiement est un enjeu majeur dans notre mission, on va dire, d'appui et d'expertise aux acteurs de terrain. Et en fait, pour justement promouvoir et soutenir l'implantation de projets sur le territoire, projets de promotion de l'activité physique et lutte contre la sédentarité en direction des jeunes, Santé publique France, en fait, s'est appuyée sur l'étude ICAPS. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vais donc vous présenter cette étude, cette expérimentation, et puis bien sûr le déploiement, la dissémination, la première vague de ce déploiement, ainsi que son évaluation. Et je passerai ensuite la parole à Monsieur Boucher, qui interviendra au titre du Centre national d'appui au déploiement, promotion d'activité physique et lutte contre la sédentarité. Donc, cette étude qui a été mise en place, donc étude ICAPS, alors effectivement ICAPS au départ, le sigle de l'étude, c'est intervention centrée auprès des collégiens, excusez-moi, centrée sur l'activité physique et la sédentarité. Donc, c'est une étude qui a été mise en place par le professeur Chantal Simon dans l'Académie du Bas-Rhin. C'est ce qu'on appelle un essai contrôlé randomisé. Donc, vous voyez, ça a duré 4 ans, donc de 2002 à 2006. C'est une étude qui a ciblé environ 1000 élèves de 6e. Ces 1000 élèves de 6e ont été suivis pendant 4 ans, donc pendant toute la durée de leur scolarité au collège. Et donc, cet essai contrôlé randomisé a eu lieu dans 4 paires de collèges dans l'Académie du Bas-Rhin. Alors, effectivement, pour pouvoir prendre en compte d'éventuelles différences liées au niveau socio-écologique, on va dire, mais aussi surtout socio-démographique, et tenir compte aussi d'éventuelles différences plutôt liées à tout ce qui est aspect inégalité sociale de santé. On a fait ce qu'on appelle une stratification, c'est-à-dire qu'on a tiré au sort les 4 paires de collèges après avoir stratifié sur ce qu'on appelle la localisation géographique et la zone d'appartenance et l'appartenance à les zones d'éducation prioritaire. Et ensuite, dans chaque paire de collèges, on a tiré au sort le collège action et puis tout ce qui a pu être mis en place et qui a pu être mesuré. En fait, on a pu comparer les résultats entre les élèves des collèges Action et les élèves des collèges témoins. Donc, c'est un programme d'intervention sur 4 ans. Le groupe contrôle, c'est les collèges dans lesquels normalement il ne s'est rien passé d'autre par rapport, on va dire, à la promotion de l'activité physique ou la lutte contre la sédentarité. Et vous allez voir qu'en fait, il y a eu une opportunité pour pouvoir refaire passer une enquête à on va dire, environ 3/4 de l'échantillon, donc 3/4 des 1000 élèves, 2 ans après la fin de l'intervention. Donc, à ce moment-là, ils étaient en première et on a pu leur refaire passer l'enquête et on a eu des résultats. Donc, enfin, le professeur Chantal Simon a eu des résultats très intéressants. Donc, voilà, on va dire, le design de l'étude. Chaque année, en fait, on faisait passer aux élèves des questionnaires portant sur leurs habitudes par rapport à l'activité physique, leurs habitudes de vie, mais aussi leurs attitudes. Donc, ces questionnaires étaient remplis grâce, on va dire, à des infirmières scolaires et les élèves étaient en groupe de 4 à 6 élèves pour que ça puisse être rempli dans de bonnes conditions. Il y avait aussi un examen médical annuel au cours duquel on prenait le poids, bien sûr, et puis la taille de l'élève, mais
on s'occupait aussi de pouvoir prendre sa pression artérielle et s'intéresser également à la masse grasse. Et en fait, tous les 2 ans, il y avait aussi un bilan sanguin annuel. Donc ça, c'est ce suivi qui a été proposé à tous les élèves, que ce soit les élèves qui étaient dans les collèges Action ou dans les collèges témoins. Et c'est à partir de ça qu'on a pu effectivement comparer les résultats. Alors, je pense que c'est souvent ce que moi j'ai l'habitude de dire, c'est que s'il y a une chose qu'il faut finalement garder à l'esprit par rapport à ICAPS, c'est effectivement ce qu'on appelle le modèle socio-écologique, et c'est le fait d'intervenir et de prendre en compte finalement le milieu de vie du jeune. Parce qu'on a beaucoup d'interventions où effectivement il n'y a finalement que le jeune qui est ciblé. Mais là, c'était beaucoup plus large que ça. Et comme vous pouvez le voir, on a 3 niveaux finalement d'action. Donc, un premier niveau au niveau du jeune, donc sur sa connaissance, son attitude et sa motivation. Donc, il va y avoir des actions de sensibilisation, de débat en classe par rapport à l'activité physique et la sédentarité. Le second niveau, effectivement, c'est le support social, donc toutes les personnes qui gravitent finalement autour du jeune, que ce soit donc les familles, mais aussi les professeurs, le personnel médico-éducatif, les éducateurs. Et troisième niveau, c'est tout ce qu'on appelle l'environnement organisationnel, institutionnel. Donc, on a souvent l'habitude de dire et de réduire ICAPS à une intervention au niveau du collège. Et ça, c'est justement pas du tout l'idée qu'il faut avoir en tête, puisque vous pouvez voir là qu'il faut faire intervenir beaucoup de partenaires pour pouvoir agir sur ces 3 niveaux. On est dans le collège, mais on est aussi autour du collège. Et ça, il faut vraiment le garder à l'esprit. Et en fait, on a 3 objectifs. L'auteur de l'étude avait 3 objectifs. C'était effectivement pouvoir modifier l'attitude des jeunes par rapport à tout ce qui est activité physique et sédentarité, mais aussi inciter l'environnement du jeune, c'est-à-dire son support social, à valoriser l'activité physique et à encourager le jeune à augmenter son niveau de pratique. Et le 3e niveau d'intervention, c'est pouvoir intervenir sur son environnement physique, organisationnel, structurel, pour qu'il soit favorable à la mise en place d'actions d'activité physique. Alors, bien sûr, tout ça, ça s'est fait, en tout cas, ce 3e volet, c'était par des actions, on va dire plutôt ludiques. C'était une offre d'activité physique qui était proposée aux élèves, en plus des cours de PS. C'était sur la base du volontariat. Et ce qui est intéressant et très important à garder en esprit, effectivement, c'est que quand on intervient par rapport à ce modèle-là au niveau et qu'on prend en compte l'environnement du jeune, en fait, on met vraiment, on va dire, le pied à l'étrier et on va au-devant des obstacles à la pratique d'activité physique. Et c'est ça qui, quelque part, fait le gage d'efficacité de ce type d'intervention. Alors, en termes de résultats à moyen et long terme, donc ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a déjà des effets sur les comportements et le poids. Donc, en termes de comportement, ce sont des enfants. Donc là, je vais parler des élèves ICAPS par rapport aux élèves témoins. Ce sont des enfants qui font plus d'activités physiques encadrées, qui passent moins de temps devant la télévision. Alors, il faut se souvenir que cette étude a eu lieu de 2002 à 2006 et que le marqueur de la sédentarité à l'époque, c'était le temps de télévision. Et on a surtout eu des très bons résultats en matière de prévention du surpoids. Il faut savoir que les élèves, je suis désolée pour le bruit, il faut savoir que les élèves qui entraient, en fait, qui étaient de poids normal à l'entrée de l'étude, avaient 50% de chances de ne pas être en surpoids à la fin de l'étude, donc c'est-à-dire à la fin de la 3e. Donc ça, c'est les élèves ICAPS par rapport aux élèves, on va dire, témoins. Alors, ce qui est intéressant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on a pu suivre ces élèves, on a pu en tout cas, pas les suivre, mais les retrouver 2 ans après la fin de l'intervention. Donc, ça y est, les élèves sont en première et ne bénéficient plus des actions de type ICAPS
actions, donc j'ai parlé tout à l'heure de la sensibilisation, des débats, mais par rapport, par exemple, à l'offre d'activité physique qui était mise en place, il y avait aussi l'aménagement de l'emploi du temps, le fait aussi de mettre en place, par exemple, le transport pour amener les élèves du collège à un endroit où ils pouvaient faire de l'activité physique s'il n'y avait pas de gymnase à côté, etc. Donc, 2 ans après la fin de cette intervention, finalement, on se rend compte que les bénéfices que les élèves avaient acquis pendant ces 4 ans ont été conservés. Donc, ce sont toujours des élèves qui pratiquent beaucoup plus d'activités physiques, qui ont plus de transport actif dans leur vie quotidienne. Ils regardent toujours moins la télévision et il y a toujours aussi moins de surpoids parmi ces élèves par rapport à d'autres élèves témoins. Ce qui est surtout très, très, très important pour nous, c'est que les effets, en fait, sont plus marqués chez les jeunes des milieux les moins favorisés, qui étaient aussi les plus sédentaires. Donc ça veut dire que cette intervention, elle a permis de toucher finalement le cœur de cible. Parce que souvent, sur ces interventions de ce type, vous allez avoir forcément les élèves ou les jeunes qui adorent faire du sport ou qui adorent pratiquer de l'activité physique. Et là, en fait, ça vient vraiment montrer qu'on a pu atteindre les jeunes qui étaient finalement les plus éloignés de la pratique. Et c'est une des raisons pour lesquelles cette intervention a été reconnue efficace par l'OMS en 2009. Alors, ce qui est important pour nous, c'est que suite finalement à la démonstration de l'efficacité de cette intervention multiniveau, qui combine des approches éducationnelles, mais aussi sociales, environnementales, on a décidé, donc à l'époque l'INPES, Santé publique France, en partenariat avec le professeur Chantal Simon, auteur de l'étude, de justement commencer à faire un premier transfert finalement en direction des acteurs de terrain. Et donc, pour nous, c'était important de pouvoir leur donner les éléments pour mettre en place ce type de démarche. Donc, ce qui a été un petit peu au cœur du projet au départ, c'est la co-rédaction d'un guide d'aide à l'action et qui a été diffusé qui a été diffusé à de nombreux exemplaires, mais qui a aussi été très massivement téléchargé, puisqu'il est en téléchargement. Et puis, un autre aspect pour nous qui était aussi important, c'est que c'était bien d'écrire le guide d'aide à l'action, mais il fallait pouvoir aussi informer, on va dire, les acteurs locaux, surtout les décideurs, en fait, et donc les institutions, les collectivités. Et c'est pour ça qu'on a pu rédiger aussi un petit flyer de 4 pages pour pouvoir les sensibiliser à la démarche et les informer. Ce qui a vraiment été au cœur, on va dire, de ce premier transfert de connaissances, au-delà du guide et du dépliant, ça a été le fait de vouloir impulser sur le territoire des projets donc de type ICAPS. Et ça a pu se faire de différentes façons, mais en tout cas, via déjà 2 premiers appels à projets. Donc, c'est des appels à projets qui ont été lancés en 2011 et 2012, qui ont permis en fait de sélectionner 15 sites pilotes qui ont répondu aux exigences d'un cahier des charges. Quand on met en place un projet de ce type qui repose sur le modèle socio-écologique, ça veut dire forcément qu'il y a énormément d'intersectorialité. Et donc, une des exigences pour nous, c'est qu'il fallait qu'il y ait un porteur de projet avec 2 partenaires qui soient accompagnés. Alors, méthodologiquement, pendant 18 à 24 mois, il y a eu un petit soutien financier, mais on était en cofinancement. Et puis effectivement, donc ces sites pilotes ont pu mettre en place des projets dans 14 ex-régions. Je vais vous montrer après la liste des sites pilotes. Ce qui était important pour nous, c'était déjà de vérifier la faisabilité par les acteurs de terrain, la faisabilité pour pouvoir mettre en place ce type de démarche. Mais aussi, ce qui nous intéressait, c'est de voir comment ils s'emparaient des outils. Et puis, un dernier élément qui a été aussi assez important pour nous, c'était à l'aide du retour finalement d'expérience et du retour de terrain, pouvoir élaborer des supports de formation en ligne et notamment un MOOC. Donc, il y a eu 2 sessions en fait, de 5 semaines de ce MOOC en 2015 et 2016.
Et donc, juste pour vous donner quelques petits éléments, il y a eu plus de 2000 participants et les ressources de ce MOOC sont en ligne depuis juin 2017. Et je pense qu'on est bien là dans ce que vous avez on va dire, annoncé au début de cette matinale. C'est-à-dire que d'un côté, il y a quand même eu un transfert de connaissances en direction des acteurs de terrain, mais on est aussi reparti de ce que les acteurs de terrain nous ont dit pour pouvoir alimenter et capitaliser l'expérience et pouvoir mettre à disposition tous ces éléments au niveau du MOOC. Alors, ce que je voulais quand même aussi vous annoncer, c'est qu'il y avait plusieurs éléments. Mais je pense que je vais essayer de revenir dessus après, parce que ça concerne plutôt les éléments qu'on a pu améliorer en fait suite au retour de terrain. Mais effectivement, on s'est rendu compte quand on a commencé à mettre en place, on va dire, les premières évaluations, qu'on avait un problème, entre guillemets, de portage politique. Et ça a pu être résolu. Donc, je ne sais pas si vous avez pu prendre connaissance effectivement des derniers éléments, des derniers plans, programmes, stratégies. Mais en tout cas, moi, je voulais mentionner qu'à notre niveau, on a essayé de faire du lobbying, donc en tant que Santé publique France, pour qu'effectivement, ce type d'action fondée sur des données probantes soit mentionné dans des plans en priorité prévention, mais aussi dans les mesures du comité interministériel pour la santé, dans la stratégie nationale sport-santé et aussi dans le programme national nutrition-santé. Donc, vous dire que ça a été effectivement mis en évidence, en tout cas, et mis en lumière. Et je pense que cet éclairage a été assez important pour la suite. Alors, en ce qui concerne, effectivement, une fois que tout ceci a été mis en place, on a quand même souhaité, et c'était important pour nous, d'évaluer cette première phase de déploiement. Donc de différentes façons, hein. Mais il y avait déjà une évaluation au niveau des actions menées par les 15 sites pilotes. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, au niveau de ces sites pilotes, il y avait la compilation des données donc, qui ont été recueillies et on a défini avec eux un socle commun d'indicateurs. Donc, ils ont renseigné et à partir de là, donc on a pu, à partir de leur rapport d'activité, on a pu finalement donner, en tout cas, donner quelques données suite à ce qui a pu être mis en place par les sites pilotes. C'était important aussi pour nous de disposer d'un retour d'expérience et d'identifier, on va dire, les attentes et puis les recommandations pour une suite éventuelle. Donc, il y a eu une étude qualitative auprès d'un échantillon de l'ensemble des parties prenantes, comme vous pouvez le voir. Et ce qui était aussi intéressant pour nous, et là c'était plutôt, on va dire, une étude quantitative, c'était de pouvoir évaluer la notoriété de l'intervention et les outils donc, qui ont été mis en place auprès d'un échantillon d'acteurs qu'on appelait nous les acteurs des multiplicateurs. Voilà. Alors, je vais donc commencer par vous donner quelques éléments concernant les indicateurs qui ont été rapportés et renseignés par les sites pilotes, hein. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a environ plus de 13 000 jeunes qui ont été, alors je dis concernés par l'intervention, donc qui ont reçu des informations. Ça concerne tout ce qui est les sensibilisations, débats qu'il y a pu y avoir en classe. Alors, un des éléments importants qui avait été discuté avec justement l'auteur de l'étude, c'est que l'indicateur pour nous un petit peu phare, c'était de pouvoir mettre à disposition, en tout cas, les résultats issus de la recherche. Et ces résultats, c'était le fait qu'au cours de l'étude ICAPS, les élèves ICAPS ont bénéficié d'1 heure de plus d'activité physique par semaine. Donc, c'était important pour nous qu'au niveau des sites pilotes, on puisse savoir combien d'élèves avaient pu, combien de jeunes, avaient pu bénéficier de cette heure supplémentaire. Et donc, vous pouvez voir qu'en fait, ça correspond à peu près à 88% des jeunes. Donc, ça veut dire que ça a été documenté, qu'il y a eu des questionnaires qu'ils ont remplis et qui ont été analysés par les porteurs de projets. Il y a environ donc 14 000 parents aussi qui ont été concernés par l'intervention, donc qui ont bénéficié d'informations sous différentes formes, flyers, débats, conférences, etc. Le nombre de professionnels, donc là c'est les professionnels médico-éducatifs, mais aussi les éducateurs, les animateurs,
On était un petit peu déçus, mais bon, effectivement, il y a quand même près de 400 professionnels qui ont donc été formés ou sensibilisés à la démarche ICAPS. Et ce qui montre vraiment qu'il y a eu, on va dire, l'intersectorialité. Pour nous, c'était le nombre de conventions et de chartes partenariales qui ont été signées entre les différentes parties prenantes, et on est bien au-delà de ce qui finalement était attendu, puisque le chiffre évidemment qui est au numérateur, c'est ce qui a été atteint, et le chiffre au dénominateur, c'est ce qui était visé, ce que je n'ai pas précisé. Donc ça, c'était pour le premier bilan concernant les porteurs de projets et les appels à projets. Il y a aussi une autre chose que je voulais signaler, c'est que lorsqu'on a décidé de lancer l'appel à projet, en fait, on a décidé avec le professeur Chantal Simon, finalement, d'expérimenter cette intervention à d'autres cibles et à d'autres contextes. Donc, c'est vrai que ICAPS, l'étude s'est déroulée dans et autour du collège. Par contre, là, sur les projets qui ont été, les sites pilotes qui ont été sélectionnés, on avait des projets qui donc ont porté sur des jeunes de 3 à 25 ans. Et on a eu aussi des projets donc, qui se sont déroulés en milieu scolaire et ou en milieu périscolaire et ou en milieu extrascolaire. C'est-à-dire qu'on a essayé de toucher le jeune dans tous ces moments de vie, dans tous ces temps de vie. Et donc, c'est vrai que ce n'était pas du tout finalement une étude de réplicabilité, mais on est parti sur une ouverture par rapport à l'étude d'origine. Et donc ça aussi, ça a donné des résultats très intéressants sur des enfants de maternelle jusqu'à des jeunes en chantier d'insertion. Alors, en termes on va dire de synthèse par rapport aux deux évaluations externes, donc là, j'ai fait une petite synthèse de l'évaluation qualitative et l'évaluation quantitative. En fait, cette première phase de déploiement, elle a quand même, ce qui est ressorti de ces deux différentes évaluations, c'est que ce qui a été apprécié, c'est vraiment les bases scientifiques qui sont fondées et bien sûr très solides par rapport à l'intervention initiale, mais aussi l'approche socio-écologique qui permet de fédérer finalement les acteurs d'un territoire autour d'un projet commun. Ça, c'est assez important. Ce qui a aussi été, on va dire, accepté, en tout cas ce qui est remonté positivement de ces deux évaluations, c'est le fait que cette intervention, elle soit adaptable. Ce n'est pas du tout une intervention clé en main. Elle tient compte du maillage local, elle tient compte des partenariats qui existent déjà, et elle tient compte aussi des projets, en fait, parce que c'est vrai qu'au niveau de l'appel à projet, on va dire, une des choses assez importantes pour nous, un des éléments assez importants, c'était qu'on savait bien, on sait bien qu'il y a beaucoup d'actions sur le terrain. Mais ce qui était important, c'était de pouvoir améliorer la qualité de ces actions et puis surtout mettre en synergie différentes actions qui existent. Et donc, c'est vrai que c'est aussi sur cette base-là, finalement, qu'a été recruté, ou pas recruté, mais qui a été sélectionné, qu'ont été sélectionnés les différents sites pilotes. Et donc, on était vraiment plus dans l'amélioration aussi de la qualité des pratiques. Ce qu'on ne souhaitait pas forcément, c'est qu'il y ait des nouveaux projets qui arrivent sur le territoire, mais ceux qui existaient, si par exemple, ils intervenaient que sur un ou deux niveaux du modèle socio-écologique, s'ils pouvaient aussi ajouter à cela un troisième niveau pour pouvoir avoir les trois niveaux, c'est quelque chose d'assez important pour nous. En ce qui concerne le dispositif, donc tout ce qui est appel à projet, tout ce qui est le MOOC aussi, et puis les outils, ça a été quand même perçu assez positivement. Ça a permis de faire connaître la démarche, bien sûr de formaliser les outils et les supports. Par contre, ce qu'on a pu remarquer, c'est que tout ce qui était démarche et outils était beaucoup mieux connu par les services déconcentrés d'éducation nationale, les ARS, à l'époque les DRJSCS, Direction régionale de la jeunesse, des sports, de la cohésion sociale. Par contre, il y avait quand même beaucoup on va dire peut-être de manque plutôt du côté des collectivités. Donc ça, c'était un point important qu'il fallait pour nous améliorer.
Et autre élément aussi, ce qui était, ce que je suis en train de vous mettre à l'écran, ce qui était important pour nous, c'était quand même aussi de pouvoir opérationnaliser la partie évaluation du guide qui était peut-être un peu trop conceptuelle, je pense, par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Donc, on a essayé aussi d'agir dans ce sens-là. Bien sûr, ce qui avait été demandé, c'était de pouvoir valoriser les expériences des sites pilotes, donc ce qu'on a essayé de faire le plus possible, de développer aussi un site internet dédié à ICAPS. Et là, donc, vous verrez par la suite avec les autres interventions ce qu'on a fait, ce qui a pu être fait dans ce sens-là. Donc, à peu près, voilà ce qui concerne tout ce qui est démarche, mais aussi ressources, maillage local. Et globalement, ce qu'on peut dire, en tout cas à notre niveau, c'est que ça a été un partenariat unique avec l'auteur de l'étude. Et pour avoir communiqué à un niveau national, mais aussi international, c'est quand même quelque chose d'assez rare. C'est-à-dire que l'auteur de l'étude a été associé à toutes les étapes du projet. Elle est même venue lorsqu'il y a eu la formation des sites pilotes. Elle était présente et c'était assez intéressant parce que ça a permis aussi de démystifier la recherche. C'est-à-dire que les sites pilotes étaient très inquiets en disant « Oh là là, il y a le professeur, auteur de l'étude qui va être là, ça va être compliqué pour nous, etc. » Et elle a vraiment apporté, je pense, plus que sa pierre à l'édifice. Et effectivement, en soulignant que voilà ce qui avait été démontré par la recherche. On ne va pas vous demander de redémontrer tout ce que la recherche a redémontré. Par contre, ce qui est assez important, c'est au moins de montrer que les enfants bénéficient bien d'1 heure de plus d'activité physique par semaine et qu'il y a bien une prise en compte du modèle socio-écologique, c'est-à-dire des actions qui interviennent au niveau des 3 axes. Et que c'est cette synergie-là qui est importante, le fait de pouvoir agir sur ces 3 niveaux, mais aussi qu'il y ait des interactions entre ces 3 niveaux. Donc tout ça, c'est une démarche assez globale. Bien sûr, donc nous, on a été, en tout cas Santé publique France a pu impulser cette dynamique nationale. Au niveau des points améliorés, des attentes, c'est vrai qu'il faudrait que l'articulation elle soit un peu plus horizontale et qu'il y ait une mobilisation des acteurs locaux. Il y avait aussi une demande d'organisation à un double niveau. C'est vrai qu'il y avait un comité de pilotage national, donc on demandait à ce qu'il y ait peut-être quelque chose de plus rapproché au niveau du régional. Et donc tout à l'heure, je vous ai parlé du portage politique et donc de ce qu'on a pu faire par rapport à ce portage politique. Donc en 2019, il y a eu effectivement, nous avons en tout cas nous décidé, suite aux différentes évaluations de cette première phase, qui ont montré des résultats significatifs et qui ont souligné aussi l'intérêt de continuer finalement à apporter un soutien aux acteurs et puis un appui méthodologique. On a décidé de se lancer dans une seconde phase de déploiement. Alors, on est parti sur un modèle, effectivement, c'est un modèle de prévention, programme de prévention du diabète, donc, qui est mis en place par le CDC, un des CDC aux États-Unis. Et donc, effectivement, on peut voir qu'il y a certains éléments que nous avons repris lorsqu'on a lancé l'appel à candidature pour sélectionner ce centre national d'appui au déploiement en activité physique et lutte contre la sédentarité. Les objectifs restent les mêmes. Simplement, on veut un passage à l'échelle suite à, finalement, aux leçons tirées de cette première phase de ce déploiement. Et donc, l'objectif, c'est toujours d'assurer la dissémination sur le territoire national de projets fondés sur la démarche de type ICAPS. Et en fait, les 4 missions du CNDAPS, finalement, pour ces 4 missions-là, on a pu identifier que c'était des missions très importantes, justement par rapport au programme de prévention du diabète, ce qui est mis en place aux États-Unis. Donc, c'est promouvoir la démarche auprès des partenaires et décideurs concernés, mais aussi pouvoir former les acteurs à cette démarche, accompagner la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des projets type ICAPS, valoriser ces projets, assurer le monitoring du déploiement, bien sûr, au niveau local, régional et national. Et en fait, c'est le centre socioculturel et sportif Léo Lagrange de Colombelle qui a été désigné par Santé publique France pour être le CNDAPS, donc en mars 2019. Et je vais vous remercier pour votre attention et ça me fait une excellente transition pour passer la parole à Monsieur Florent Boucher, donc, qui est directeur du CNDAPS. Merci à vous. Merci Madame Rostand.
Bonjour à toutes et tous. Je vais essayer de ne pas prendre trop de votre temps et je donnerai la parole ensuite à M. Fabrice Dosville que je présenterai. En mars 2019, le Centre socioculturel et sportif Léo Lagrange de Colombelles a donc été nommé par Santé publique France pour assurer le déploiement sur le territoire national de projets fondés sur les démarches de type ICAPS via le Centre national d'appui au déploiement en activité physique et lutte contre la sédentarité, le CNDAPS. Cette démarche, comme cela vous a été rappelé par Madame Rostand, c'est une démarche qui est dite probante, elle est reconnue par l'OMS, elle est efficace. Chargé de déployer, d'essaimer sur l'ensemble des régions françaises, le CNDAPS parle désormais de démarches de type ICAPS, initialement expérimentée auprès des collégiens, comme ça a pu vous être présenté par Madame Rostand. La démarche a donc été élargie aux 3-18 ans, avec 2 objectifs principaux: augmenter la pratique d'activité physique d'1 heure par semaine, mais aussi de réduire le temps d'écran de 20 minutes par jour, tout en appliquant cette approche socio-écologique. Les principales missions du CNDAPS sont donc la promotion de la démarche de type ICAPS, la formation des acteurs de terrain, l'accompagnement des structures dans la mise en œuvre et le suivi, mais également en tant qu'éventuel opérateur. On a aussi la labellisation ICAPS et enfin le monitoring de ce déploiement du niveau local au niveau national. Je vais passer la main, je vais laisser la parole à Fabrice Dosville, qui est responsable de l'accompagnement au sein du CNDAPS. Il va revenir sur le programme d'intervention ICAPS et sur les éléments principaux de la démarche, sur les différentes missions du CNDAPS. Puis, à 2 voix, entre guillemets, nous vous présenterons quelques exemples de programmes d'intervention ICAPS actuellement en cours et en développement. Merci. À vous, Monsieur Dosville. Merci, Florent. Donc, très rapidement, je vais revenir et j'ai un peu suivi les différents échanges, les premières questions déjà sur le chat. On ne va pas y répondre tout de suite, on va peut-être déjà aborder un certain nombre de points, mais revenir sur cette démarche socio-écologique qui vous a été présentée par Madame Rostand tout à l'heure. Il faut retenir de l'intervention et de la démarche socio-écologique un certain nombre de points qui sont essentiels et qu'il faudra toujours avoir en tête, en fait. D'abord, que l'intervention, elle repose sur un programme d'action. Alors, ces actions, elles sont évidemment de l'activité physique, mais on verra à travers un certain nombre de biens et de services qui peuvent être proposés que ce n'est pas seulement ça. Donc, ça doit être articulé, elles vont être inscrites dans la durée, évidemment. Il ne s'agit pas de faire un one-shot, puisque l'activité physique, elle doit se faire de manière la plus régulière possible, évidemment. Il y a la plupart du temps un ancrage extrêmement important avec le milieu scolaire. En fait, c'est dans une perspective des réductions des inégalités sociales de santé. Ça va faciliter finalement l'accès à tous les jeunes de pratiquer, notamment sur la pause du midi, sur les heures de permanence, sur le temps périscolaire notamment. Autre point important, et ça a déjà été souligné, l'intersectorialité. Une synergie entre les différents partenaires afin de les mobiliser dans différents domaines, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine associatif, sportif évidemment. Et donc là, il s'agit de mobiliser l'éducation nationale, les collectivités locales, territoriales, les associations, les clubs sportifs. Il y a des questions à ce sujet, puis évidemment des professionnels de santé. 4e point, il s'agit d'une approche universelle. En fait, on ne cible pas a priori des sous-groupes comme les enfants en surpoids ou en situation d'obésité. En fait, on va s'adresser de manière vraiment très large, très globale à tous les enfants. Alors, tous les enfants du milieu scolaire, du milieu associatif, évidemment. Enfin, c'est un élément important et qui a été souligné précédemment, il s'agit aussi d'évaluer. Alors, on y reviendra, mais de mettre en place une évaluation sur la base de critères et d'indicateurs qui vont nous permettre de nous assurer que des actions ont vraiment été effectuées, effectivement réalisées pour chacun des niveaux du modèle socio-écologique, c'est-à-dire les jeunes, le support social et l'environnement, et puis d'atteindre cette fameuse dose nécessaire, et ce qui a été démontré scientifiquement, 1 heure supplémentaire d'activité physique par semaine. Alors rapidement, on va revenir sur les différentes missions du CNDAPS qui vous ont été présentées tout à l'heure.
Alors, évidemment, le premier point, c'est la promotion, le plaidoyer. Ce qu'on fait aujourd'hui, et on remercie encore les organisateurs et l'IREPS pour cette tribune aujourd'hui. L'idée, c'est de promouvoir, de faire un plaidoyer de la démarche ICAPS auprès des différents porteurs, partenaires, qui pourraient être intégrés au sein d'un projet d'intervention ICAPS, de type ICAPS sur un territoire. L'idée, c'est de valoriser les différents projets, alors en région, sur le territoire national. Et on utilise évidemment pour ça les réseaux sociaux, des tribunes telles qu'aujourd'hui, à travers des colloques, des séminaires, des matinales, évidemment. On a un certain nombre de supports et je ne peux que vous conseiller d'aller voir notre vidéo. Alors, si on a le temps, on essaiera de la présenter rapidement, mais sinon, allez sur YouTube ou sur notre site internet, évidemment. Un élément important, c'est la formation. C'était un des éléments sur lequel les premiers programmes ICAPS avaient rencontré quelques difficultés. Et donc, Santé publique France nous a sollicité, en tout cas a sollicité le CNDPS pour développer les compétences des acteurs à travers une formation professionnelle. Cette formation, elle s'adresse à tous les publics, alors dans le champ de la santé, du bien-être, de l'activité physique, du sport, de la jeunesse. L'idée, c'est de former les futurs porteurs, coordinateurs, coordinatrices de projets, de programmes ICAPS. Cette formation, elle est en présentiel, elle est sur mesure, c'est-à-dire qu'elle s'adapte évidemment aux connaissances, aux compétences des gens qui seraient porteurs de ces coordinateurs, de ces projets de type ICAPS. Alors, ce sont normalement des formations présentielles. Aujourd'hui, on a pu en faire, alors entre certaines étapes, mais nous y reviendrons. Elles peuvent se faire également en distanciel, mais je ne vous apprends rien, le présentiel est toujours préférable. Et on a deux types de formations. Une formation action, où en fait, on va intervenir auprès d'un ou deux porteurs maximum. On va les aider, on va les accompagner à monter tout le projet. On va revenir et vous verrez tout à l'heure un peu le programme. Et puis des formations un peu plus larges où on va avoir plusieurs porteurs sur un territoire. Et comme ça, on va pouvoir aussi construire, co-construire un certain nombre de projets. Alors, c'est assez classique, hein, cette formation qui se déroule sur une journée et demie ou 2 jours en fonction des compétences, des connaissances de chacun. Il s'agit de travailler et de comprendre le rôle du diagnostic sur le territoire, évidemment, on en a parlé tout à l'heure. C'est comment organiser, composer une équipe projet, un comité technique, un comité de pilotage, décliner les différents objectifs, connaître, évidemment, puisqu'on travaille avec des jeunes, hein, des 3-18 ans, ce sont des mineurs, connaître à minima le cadre éthique et déontologique, connaître les différentes méthodes et surtout l'outil d'évaluation de la démarche ICAPS, je reviendrai dessus, et puis comment gérer un petit peu ce programme. Au-delà de cette formation, tous les porteurs ont accès à un kit de formation. En partenariat évidemment avec Santé publique France, nous avons souhaité donner accès à un kit, à une boîte à outils la plus exhaustive, alors qui est dynamique parce qu'elle se construit régulièrement, on rajoute des éléments. Ça contient des supports de promotion de type ICAPS, des fiches de modules de synthèse, des modules de formation, des outils, des fichiers types, et chacun va pouvoir puiser à l'intérieur de ce kit de formation, récupérer les informations, les outils qui leur sont utiles, et d'autres peut-être un peu moins. Et puis évidemment, on a accès aux outils d'évaluation qui sont en ligne. L'idée, c'était de construire une plateforme d'évaluation. Évaluer un projet tel que ICAPS, ça peut être très long, ça peut être compliqué. Et lors des premiers programmes financés à l'époque par l'INPES, on s'est retrouvé en grande difficulté et un manque de coordination entre les différents projets. Et les différents échanges qui ont pu avoir lieu nous ont permis aussi de réfléchir à cette plateforme. L'idée était de construire, et c'est fait maintenant, un outil d'évaluation unique et innovant pour permettre un suivi, une évaluation à la fois régulière, rigoureuse, uniforme et identique pour tous les projets type ICAPS. En même temps, il nous fallait un outil relativement simple, très accessible, facile d'utilisation et utile, pertinent, alors à la fois pour le CNDPS qui va faire le reporting au niveau local, en tout cas accompagné au niveau régional et au niveau national. L'idée, c'était de faciliter toute cette partie pour les porteurs de projets, pour les coordinatrices, les coordinateurs, les chefs de projet, lorsqu'on mettait un projet ICAPS. Cet outil est utilisé désormais, c'est un véritable gain de temps et surtout ça nous permet d'obtenir un grand nombre d'informations de manière relativement facile et aisée.
nous présenterons tout à l'heure des projets qui sont déjà en cours et on présentera quelques données tout à l'heure. Alors évidemment, ICAPS, c'est quoi? Madame Florence Rostand, tout à l'heure, en parlait, ce n'est pas seulement proposer de l'activité physique, le rendre obligatoire ou autre chose. Nous avons listé, ici, évidemment, ce sont quelques exemples, même si la diapositive est bien chargée, une liste de biens et de services, certains qui sont censés agir sur les déterminants visés, qui sont l'activité physique, évidemment, la sédentarité, et d'autres plutôt sur le processus. Parlons ici, sur cette diapositive, des biens qui agissent sur les déterminants de l'activité physique et la sédentarité. Et à chaque fois, on retrouve des actions qui portent sur les 3 niveaux du modèle socio-écologique, les jeunes, le support social et l'environnement. Alors évidemment, en termes de biens, pour les jeunes et le support social, il s'agit à peu de choses près de communication, des brochures, des dépliants qui indiquent, qui donnent des informations sur l'offre d'activité physique, sur des affichages, des choses comme ça. Concernant l'environnement, il va s'agir de biens tels que la mise à disposition de matériel sportif, par exemple, d'aménagement, par exemple favorisant la mobilité active, la mise en place de pédibus, la création d'espaces ou d'aires de jeu aménagés, et ainsi de suite. Voilà une liste, alors loin d'être exhaustive, hein, il y en a beaucoup plus, qui permettent, notamment sur la plateforme, de rentrer et d'accéder assez facilement à toutes ces données. Et puis on a des services. Alors évidemment, des services pour les jeunes, eh bien, c'est la mise en place de séances d'activité physique. Alors, généralement sur le temps périscolaire ou le temps extrascolaire, avec cet objectif toujours à avoir en tête pour un projet de type ICAPS, d'1 heure d'activité physique hebdomadaire en plus, en dehors de l'activité physique, en dehors de l'EPS, en tout cas en dehors de ce qui se font d'habitude. Évidemment, peuvent s'ajouter à ça des événements tels que des journées découvertes, des conférences, des expos, des journées intergénérationnelles, aussi de la mobilité active, vélobus, pédibus qui sont mis parfois dans certains projets, des stages, des mini-camps autour du sport. Pour le support social, il s'agit de débats, de conférences. Nous avons des outils parce que mettre en place parfois des débats, des conférences autour de la sédentarité ou la lutte contre l'addiction aux écrans, par exemple, ce n'est pas toujours facile. On a des outils qu'on propose aussi aux différents porteurs. Il s'agit aussi pour l'environnement de proposer des nouveaux services, notamment liés à l'activité physique, la création de nouvelles activités physiques. On en parlera tout à l'heure. Il y a des grandes collectivités ou des régions, comme en Normandie, qui travaillent un petit peu sur cette idée. Et puis, on a des biens et des services, alors là, qui sont liés plutôt au processus, à la gestion du projet de type ICAPS, finalement. Eh bien, c'est des informations qui nous sont utiles aussi pour savoir quel temps est alloué à la coordination d'un projet, s'il y a eu la création d'un poste ou de la campagne de communication. Et puis, évidemment, s'il y a de la formation de professionnels, des copiles qui sont effectivement mis en place. C'est extrêmement important pour la synergie entre les partenaires et puis des présentations, des choses comme ça. Alors, c'est loin d'être complet, évidemment, mais c'était pour vous présenter quelques biens et services assez classiques qu'on va retrouver dans les projets de type ICAPS. Au-delà de la formation, il y a également un accompagnement. Alors, il y a un accompagnement classique, un suivi, évidemment, de tous les projets ICAPS qui sont aujourd'hui mis en place ou qui vont être mis en place. On propose aussi, le CNDAPS, un accompagnement. Alors, un accompagnement qui se co-construit avec la structure, avec la collectivité, avec l'association. On parlera de certains exemples tout à l'heure. Alors, cet accompagnement peut se faire sur le développement du réseau de partenaires, pour son inscription dans les stratégies régionales et nationales, telles que Mme Rostand vous en a parlé tout à l'heure, hein, sur les phases de diagnostic, en tout cas sur un certain nombre d'éléments. C'est une forme de soutien, d'expertise, et on s'appuie, le CNDAPS, à la fois sur sa direction, évidemment, mais aussi sur des référents régionaux qui sont dans chacune des régions et qui connaissent un peu mieux le territoire et évidemment le réseau de partenaires. Et puis, au-delà, et ça se passe dans certaines régions, le CNDS est une structure d'appui, une forme d'opérateur auprès d'ARS, ou d'un département ou d'une région, lorsqu'ils le souhaitent, pour les accompagner, pour mettre en place et pour développer, sous forme expérimentale ou bien plus largement, des programmes de type ICAPS dans la région, en travaillant et en essayant de repérer notamment des territoires à forte inégalité sociale de santé, des QPV, des quartiers prioritaires de la ville, des choses comme ça.
L'idée, in fine, c'est qu'au bout d'un an, on obtienne la labellisation. Cette labellisation, évidemment, nécessite tous les 2 ans à être vérifiée en passant par la plateforme, évidemment. Et l'idée, c'est de décerner des labels ICAPS pour les différentes structures qui mettront en place, évidemment, qui répondront aux critères et aux indicateurs, c'est-à-dire surtout 1 heure en plus d'activité physique et surtout des actions autour des 3 niveaux du modèle socio-écologique, les jeunes, le support social et l'environnement. Alors là, je pense que M. Boucher va pouvoir reprendre la main dans cette dernière partie de la présentation du CNDPS. Vous voulez vous présenter un petit peu ce qui est fait aujourd'hui sur l'ensemble du territoire. Donc, le CNDPS est chargé de déployer sur l'ensemble du territoire, donc l'ensemble des régions de métropole et puis les régions, alors je ne pense pas que ça s'appelle encore comme ça, mais en tout cas outre-mer, mais vous aurez compris. Aujourd'hui, très rapidement, le CNDPS intervient dans un certain nombre de régions. Alors, vous voyez que l'Occitanie, par exemple, apparaît toujours en grisé, mais en même temps, la situation sanitaire a compliqué énormément les choses cette année, mais ça, je ne vous apprends pas grand-chose, évidemment. Alors, il y a des projets qui sont déjà mis en place. On va vous en présenter, puis des projets qui sont en cours de développement, de réflexion. Alors, pour répondre déjà à une des questions qui est apparue dans le chat tout à l'heure, et j'en profite finalement, qui est porteur de ces projets ICAPS? Eh bien, ça dépend vraiment des territoires, parce qu'il faut vraiment s'adapter aux territoires. Et on a, par exemple, dans l'Ardèche, on a un CDOS, un CDOS, qui est très investi et qui veut développer au sein de son territoire un projet de type ICAPS. Il y a aussi des ARS comme en Martinique, à La Réunion ou en région PACA qui impulsent beaucoup. Il y a des communes, la commune du Havre, de Maubeuge, de Saint-Nary-sur-Mer, par exemple. Dans les Hauts-de-France, c'est une mutualité qui a envie de développer ICAPS sur certains territoires des Hauts-de-France, donc en partenariat avec l'ARS. Donc on voit que ça peut prendre différentes dimensions. Alors, je vais commencer par celui qu'on connaît mieux, puisque Mme Rostand en a parlé tout à l'heure. Le centre socio-culturel et sportif Léo Lagrange de Colombelles est donc le porteur du CNDPS, mais était aussi un des 15 projets ICAPS pilotes il y a quelques années. Je vous ai mis ici, alors ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous assommer de données, de chiffres comme ça, multiples et variés. C'est une manière de voir, par exemple, quelques données pour Colombelles. Colombelles, c'est 48 actions différentes pour un projet ICAPS, pour 1045 bénéficiaires. Mais vous voyez en dessous, il y a seulement 52, enfin seulement, c'est déjà beaucoup, 252 jeunes qui répondent aux critères ICAPS, c'est-à-dire qui pratiquent effectivement 1 heure d'activité en plus de manière régulière. Alors pourquoi ce différentiel? C'est parce qu'il y a d'autres actions qui sont faites à Colombelles, au centre socio-culturel et sportif Léo Lagrange. Il y a d'autres actions et tout le monde ne va pas répondre à cette dose, évidemment. Donc 252 répondant à ces critères, 1045 quand même qui bénéficient d'un certain nombre d'actions. Alors, on a aussi la déclinaison des actions qui ciblent les jeunes, le support social, l'environnement, et on voit ici qu'on a des actions sur les 3 niveaux. On a aussi des actions liées à la formation, à l'information, à la sensibilisation, alors envers les adultes, envers les jeunes, visant la pratique d'activité physique. Alors là, on a des actions sur le temps du midi, des choses comme ça. Et puis, on voit aussi la déclinaison sur les actions sur le temps scolaire, périscolaire et extrascolaire. Là, on peut effectivement souligner qu'il n'y a pas d'action sur le temps scolaire, même s'il y a une grande interaction avec les établissements scolaires. Le financement, et Florent n'hésite pas à intervenir, le financement se fait principalement, donc c'est une association, par l'ARS, par la CAF et par certaines collectivités. Les actions, on ne va pas tous vous les décliner, mais on a principalement des activités sur le temps du midi, mais également des activités réveil musculaire le matin, et puis le mercredi dans la journée, et le vendredi soir, il y a aussi de manière hebdomadaire des activités mises dans le cadre du sport quartier. Il y a aussi de la mobilité active, un pédibus
qui est fait tous les matins pour les jeunes qui sont en primaire. Il y a aussi des événements sportifs, des rencontres avec des sportifs, des rencontres intergénérationnelles. On n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a aussi un certain nombre d'actions qui sont liées à la dimension alimentation, évidemment, la participation aux semaines du goût, des choses comme ça, des camps sportifs, des mini-camps sportifs. Et puis, on voit, on a proposé ici quelques listes de partenaires qui sont présents dans le comité de pilotage, dans le COPIL de Colombelles, l'ARS, la commune, évidemment, le délégué du préfet, des représentants des parents d'élèves, des représentants d'élèves aussi, l'éducation nationale avec les établissements scolaires. Un autre cas, alors là, c'est une association sportive et culturelle qui s'appelle ACER, qui est en région PACA, qui est exclusivement financée par l'ARS PACA, qui, eux, mettent en place 32 actions. Et il y a une véritable interaction, un véritable lien entre cette association ACER et un collège qui est en quartier prioritaire de la ville, en QPV. 400 participants à toutes ces actions qui sont proposées. Alors, ils ont inclus finalement des actions qui ont été proposées aussi au sein de l'association. Donc 400 participants, 60 qui répondent aux critères ICAPS, avec principalement des activités sur le temps du midi. Donc 3 fois ou 4 fois par semaine, il y a des activités sur le temps du midi au collège. Et c'est vrai qu'un chef d'établissement apprécie parfois de se voir proposer des activités sur le temps du midi et de rendre actifs les élèves. Mise en place aussi d'activités de journées découvertes, sport santé, nutrition, sport bien-être, des choses comme ça, qui sont assez intéressantes, et puis des stages et des mini-camps sportifs. Donc là, on avait le cas de 2 associations sportives qui portent un projet avec un partenariat très important. Un autre cas, alors là on aurait pu vous proposer d'autres projets, hein, évidemment, mais là on va vous parler plutôt de projets et non pas encore d'actions qui sont mis en place dans la région Grand Est. Alors évidemment, il a été pris un peu de retard, notamment parce que ce projet dans le Grand Est est porté principalement par l'ARS de la région Grand Est. L'idée, c'est un déploiement expérimental pour septembre 2021. Ça sera mis en place. L'idée, c'est à partir de septembre 2021 et pour l'année scolaire 2021-2022, de mettre en place dans cette région 2 à 3 programmes ICAPS et puis de faire un appel à projet courant mars 2022 pour évidemment élargir et développer encore plus de programmes ICAPS sur la région Grand Est. L'idée est de cibler des territoires à forte inégalité sociale de santé. Alors, ça peut être des QPV, des quartiers prioritaires de la ville, ça peut être des zones de revitalisation rurale. Et en fait, l'idée, c'est de travailler avec des associations sportives, culturelles, en tout cas des associations sportives qui sont déjà connues, reconnues par l'ARS dans leur travail autour de la prévention, de la promotion de la santé, autour de l'activité physique, la lutte contre la sédentarité, également avec des communes, notamment avec un contrat local de santé. Aujourd'hui, la région, enfin non pas la région, mais l'ARS Grand Est est en train de finaliser pour pouvoir mettre en place les formations très rapidement pour que ces projets soient mis en place évidemment, et que le travail se fasse, hein, le développement des différentes actions, des objectifs spécifiques, mais également du partenariat qui est essentiel pour lancer tout ça au mois de septembre. Autre type de projet également, mais cette fois-ci plutôt porté par à la fois l'ARS Bretagne, mais aussi la DRAGES. La DRAGES, c'est la Délégation régionale académique de la jeunesse et à l'engagement et au sport. C'est un peu nouveau pour nous aussi. C'est une sorte de coportage, de cofinancement pour impulser ce développement expérimental pour septembre 2021. La stratégie est un petit peu différente. L'idée, c'est de développer un programme ICAPS par département en ciblant pour chaque département une catégorie d'âge spécifique. Donc, un département qui serait centré, alors évidemment, en partenariat, porté principalement, alors financé par la DRAGES et la RS Bretagne, mais porté principalement par une association notamment. L'idée, c'est de proposer un département sur les 3-5 ans, un autre sur les 6-10, 11-14 et 15-18. Donc, une forme de cofinancement. Et actuellement, on est un peu dans la… Alors, même s'il y a eu beaucoup de retard, les ARS sont sollicités
pour des raisons évidemment liées à la crise sanitaire. Donc, il y a eu un peu de retard, mais l'idée, c'est de commencer au mois de septembre avec ces 4 départements de manière expérimentale, puis de développer à partir de l'année scolaire 2022-2023 pour que ça prenne plus d'ampleur et que ça se développe tout au long de ces futures années et sur tout le territoire breton. Le partenariat, lui, est très important. On a participé à un séminaire il y a quelques mois avec différents acteurs de l'éducation nationale, des chefs d'établissement, le rectorat, l'académie, le département, enfin les départements, la région, le sport scolaire également était présent, le monde médical, le monde social. Donc, on avait un partenariat qui est très important au niveau de la Bretagne et une impulsion. Alors, puisqu'on a un peu le temps, je crois, parce qu'on a à peu près respecté le temps. Les dernières études de santé montrent que l'inactivité physique et la sédentarité gagnent du terrain. La grande majorité des enfants de 6 à 17 ans ne sont plus suffisamment actifs et le temps quotidien passé devant les écrans est en forte augmentation. Ces conduites favorisent des comportements sédentaires qui ne sont pas sans conséquences sur la santé et peuvent augmenter les risques associés à l'obésité, au diabète, aux maladies cardiovasculaires, aux troubles du sommeil ou encore à l'anxiété. Collectivités, institutions, associations et établissements scolaires, ensemble, nous avons tous un rôle à jouer pour prévenir ces problèmes de santé. Augmenter l'activité physique et réduire la sédentarité des jeunes sont des priorités de santé publique. L'intervention auprès des collégiens centrée sur l'activité physique et la sédentarité, ICAPS, a été reconnue efficace par l'Organisation mondiale de la santé. Elle s'adresse maintenant aux 3-18 ans et vise à augmenter la pratique d'une activité physique d'1 heure par semaine et à réduire le temps passé devant les écrans de 20 minutes par jour. S'inscrivant dans une approche socio-écologique, cette démarche a toutes les chances d'être plus efficace si elle intègre les jeunes, leur support social, mais aussi des conditions environnementales propices à l'activité physique. Le CNDAPS a pour objectif d'assurer un appui au déploiement sur le territoire national de projets fondés sur la démarche ICAPS. Il intervient ainsi en région pour promouvoir la démarche ICAPS, former et accompagner les acteurs et financeurs, labelliser les projets, évaluer et monitorer le déploiement. Pour plus d'informations, rendez-vous sur cndaps.fr. Voilà, j'allais vous la remettre une deuxième fois, mais je pense que ça devrait être suffisant. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention. Je pense que je vais redonner la main maintenant à Madame Masson. Merci beaucoup, Monsieur Dosseville, Monsieur Boucher, Madame Rostand, pour ces présentations très claires, exhaustives. On voit bien la maîtrise également du plaidoyer. Voilà, c'était très riche. Sans plus attendre, nous allons maintenant arriver au deuxième temps consacré au témoignage de la mise en œuvre de dispositifs de type ICAPS en Occitanie. Et pour vous présenter l'exemple du Gers, je vais laisser maintenant la parole à Madame Canton d'Arnaud et vous pouvez continuer à poser vos questions sur le chat au fur et à mesure. Madame Canton d'Arnaud, je vous laisse la parole pour ce témoignage. Merci beaucoup. Je me joins aux propos au début de Florence Rostand pour vous remercier de nous permettre de participer à cette action de promotion d'ICAPS qui effectivement est une action auquel nous croyons tous et effectivement où on en mesure l'intérêt et l'importance. Pour pouvoir donc vous présenter notre expérience ici, comme vous l'avez dit au tout départ, on est en fait 5 autour de la table ou de la caméra. Je ne vais pas revenir sur les présentations, ils se présenteront très rapidement avant de prendre la parole. Mais juste pour revenir sur un point important dans notre participation et dans l'entrée dans l'aventure ICAPS, on est une équipe multi-partenariale, puisqu'on est à la fois l'État. Alors l'État, on est maintenant service départemental jeunesse, engagement, sport à la direction des services départementaux de l'éducation nationale. Donc effectivement, c'est un peu long à dire. Donc on est le SDGES, mais anciennement effectivement DRJSCS au niveau État. On intervient donc du coup plus qu'une seule et même entité avec l'éducation nationale.
Donc, quand on a démarré l'aventure, on était les 2 partenaires État à participer. Le mouvement sportif, donc le BDOS qui est là aujourd'hui, et les collectivités, donc on a le conseil départemental qui est là aujourd'hui avec Yves, et on était accompagnés avec le CODES à l'époque, qui a travaillé donc avec nous. Donc pour revenir par rapport à ce que l'on a mis en place, donc on a démarré tout au départ en notre expérimentation ou expérience. En 2007, on a démarré sur 2 territoires. 2 territoires, Auch et Casaubon, ça ne vous parle pas. Auch est une ville en quartier politique de la ville et Casaubon est une ville en zone de revitalisation rurale. Donc, on est parti d'une expérimentation sur 2 territoires où effectivement les jeunes étaient en difficulté. On a retiré de cette expérimentation on a fait une expérience sur 4 ans en faisant des évaluations avec des indicateurs de pratique sur les jeunes, des indicateurs de comportement par rapport à leur engagement par rapport à la pratique physique. Et à l'issue de ces 4 années, on a suivi 2 écoles du CP au CM2. On a bien mesuré de la même façon que ce qui avait été fait au tout départ avec l'expérience du professeur Simon, toute l'importance de travailler sur les territoires. Mais le constat premier a été malgré cette importance de travailler sur les territoires ne savaient pas comment faire pour pouvoir mettre en place des dispositifs sur l'ensemble des temps, qu'ils soient en familial, scolaire ou périscolaire. Ils n'avaient pas d'outils ni de dispositifs. Donc, en rentrant dans l'expérimentation ICAP, ça nous a permis, par une méthodologie bien cadrée, de pouvoir créer ces dispositifs et de pouvoir l'étendre sur l'ensemble du département. Vas-y sur la diapo suivante. Et donc, notre particularité, vous le voyez, c'est qu'en fait, on a, nous, dès le départ, dans l'expérimentation, avec simplement Auch qui est au centre du département et Casaubon en haut à gauche, voulu l'étendre sur l'ensemble du département. Et vous voyez, ça a été un déploiement très, très large sur différents sites. On a fait le choix pour aujourd'hui de vous présenter non pas tout ce qu'on a fait parce que 15 ans d'expérience d'un quart d'heure, c'est un challenge qu'on n'a pas voulu tenir. Donc, on a plutôt préféré rentrer sur une entrée dispositif et vous montrer ce que l'on met en œuvre. Je passe la parole à Sophie. Voilà. Alors, par rapport à ce qu'a dit Nadine, vous avez juste un petit peu le visuel du plan départemental nutrition sport santé qui s'est mis en place dans le Gers avec différents partenaires et où il y a des actions qui se centrent sur des publics adultes, des publics jeunes, de la prévention secondaire, de la prévention primaire, avec aussi un aspect où on a plein d'outils qui sont mis en place pour mutualiser, valoriser les expériences et qu'elles puissent être démultipliées sur tous les territoires du secteur. Là, on va se centrer bien sûr pour rester aussi sur le projet ICAPS, sur le public jeune. Et on va vous présenter quelques dispositifs qui ont été mis en place, notamment sur du temps scolaire, avec le dispositif Bouge 2.0, où il y a eu différents partenaires qui se sont associés, où on a eu pour but en fait, de sensibiliser à la santé auprès des jeunes, tant sur l'équilibre alimentaire que le temps de pratique physique quotidien. Donc en faisant des interventions, en utilisant des outils ludiques comme le photolangage et en mettant en place des outils où ils pouvaient mesurer leur quantité d'activité physique sur du temps scolaire, mais aussi sur du temps vacances et sur différents types d'activités, que ce soit du sport scolaire, que ce soit de l'activité physique en dehors, que ce soit du temps récréatif, que ce soit du temps avec des centres de loisirs ou du temps en famille. Ce sommelier a été mis en place et a été aussi détaillé auprès des familles pour qu'aussi les familles aident à remplir les enfants. Et pour nous, c'était un outil pour que les familles soient sensibilisées. En plus de ça, il y a des lettres d'accompagnement qui ont été mises en place auprès des familles pour qu'elles puissent savoir dans quel dispositif les enfants sont intégrés. Et ils pouvaient nous accompagner également dans les actions mises en place. Des tests ont été également mis en place pour mesurer leurs conditions physiques et pour qu'on puisse avoir un suivi avec les jeunes. Une manifestation a été également mise en place à la fin de l'année pour avoir ces regroupements-là et aussi en fait pour sensibiliser les parents pour qu'ils puissent nous accompagner sur ce genre de regroupement. Je vais assez rapidement pour respecter le temps un petit peu sur le dispositif. Donc, ce temps scolaire-là avec Bouge 2.0, pour pouvoir suivre en fait l'enfant sur du temps scolaire, on l'a suivi également
pour l'enfant également sur un public avec des lycéens. Donc, il y a le Mouvado, ça va être plutôt les jeunes. Au début, c'était les jeunes de 16 à 25 ans, mais on a élargi aussi parce qu'il y en a qui ont voulu venir dedans, donc de 14 à 25 ans. Là, on va directement dans les structures scolaires pour faire des interventions sur le sport santé, les sensibiliser aux préconisations du programme national nutrition santé. Et ensuite, on effectue avec les clubs sportifs et le mouvement sportif des actions de rencontres sportives où on demande en fait qu'il y ait des licenciés et des non licenciés, qu'on demande qu'il y ait du public féminin et du public mixte. Voilà, il y a un cahier des charges à respecter pour être sûr qu'on puisse toucher en fait le public cible, celui qui ne pratique pas, celui qui n'est pas inscrit dans une structure, pour les inciter en fait à avoir une pratique physique régulière au quotidien. Ensuite, il y a d'autres dispositifs que Yves aussi vous présentera, mais je vais vous présenter aussi le dispositif qu'il existe également sur du temps périscolaire. Donc le jeune, on l'a suivi sur du temps scolaire et ensuite on les accompagne aussi sur du temps périscolaire avec le label Éco-Centre de loisirs, où là, les structures de loisirs qui sont engagées dans ces dispositifs-là, il y a plusieurs partenaires qui les accompagnent sur différentes thématiques. Nous les avons accompagnés sur les thématiques de l'activité physique et de l'alimentation. Et ils ont plusieurs niveaux d'évaluation. Donc, c'est-à-dire qu'on a constitué une grille d'évaluation. Et dans cette grille, on ne demande pas simplement que lors des centres de loisirs, il y ait de l'activité physique proposée. Non, c'est que l'équipe d'encadrants soit formée. Donc, on propose des formations. Qu'il y ait également une prise de conscience chez l'enfant. Ce n'est pas qu'une seule pratique physique qui soit mise en place, mais qu'au contraire, il y ait de la sensibilisation avec les éducateurs en mettant en place des outils pour que l'enfant ait une prise de conscience des recommandations de ce qui doit être mis en place. Les semainiers qui ont été mis en place également sur du temps scolaire, on les propose aussi sur du temps périscolaire pour que l'enfant en fait ait toujours le même suivi d'outils et qu'il y ait cette cohérence. Mais on demande également que dans leur structure, il y ait un changement en fait pour faciliter la pratique physique, soit avec des affiches publicitaires, soit en favorisant des déplacements actifs lors d'activités physiques ou de regroupements sportifs. Et on demande aussi à toute la communauté éducative et la collectivité de s'associer dans ce dispositif-là, puisqu'on va les contacter aussi pour préciser en fait quelle structure est engagée et qu'est-ce qu'ils mettent en place sur leur territoire. Je vois mon appel sur le créneau horaire. Donc, voilà un petit peu pour le dispositif. Donc, vous avez vu qu'on a pu, alors je reviens juste avant, on a pu toucher donc, le jeune sur tous les temps, et notamment sur les dispositifs scolaires et périscolaires. Et puis maintenant, je vais laisser la parole à Yves qui va présenter les actions au niveau du collège. Bonjour à tous. Alors, le département du Gers est très sensible à la lutte contre la sédentarité. Et en ce qui concerne la jeunesse et notamment les collégiens, puisque c'est notre compétence obligatoire, nous avons mis en œuvre un dispositif, les rendez-vous sportifs au collège en 2009, suite au résultat d'une enquête de l'agence Sport Lab, qui à l'époque disait qu'en 2005, les licences de la tranche d'âge des 11-25 ans représentaient 50% des licences en France. Et que cette même tranche d'âge, en 2009, ne représentait plus que 30%. Donc, nous avons été assez sensibles à ces chiffres-là, et c'est la raison pour laquelle, en 2009, nous avons proposé aux différents collèges gersois d'organiser une demi-journée de sensibilisation à la pratique sportive, que l'on fait généralement au mois de septembre, et très souvent avec les élèves de 6e. Cette demi-journée est organisée autour d'ateliers sportifs, animés par les profs PS qui en profitent pour sensibiliser les nouveaux collégiens à l'UNSS, par des éducateurs des clubs locaux ou des comités départementaux sportifs, qui animent donc des ateliers actifs, on va dire, et les agents du département également, selon les besoins et les demandes des principaux des collèges. Mais également des ateliers d'info avec sport santé et alimentation, animés par le coach santé du GLOS du Gers, qui est Sophie Mediamol, que vous venez d'entendre, ou avec la DDCSPP du Gers, animés également par les infirmières des collèges,
et des agents du département. Et ces demi-journées sont coupées par une collation, puisque dans le Gers, d'abord, en dehors de bien manger, on essaie d'équilibrer également. Et c'est également un moment d'échange qui est important dans cette demi-journée. Nous remettons en même temps à tous les collégiens un annuaire des associations sportives locales que l'on recense régulièrement, que l'on met à jour très régulièrement en tenant compte de la carte scolaire. Et d'une manière assez large, ce dispositif a pour objectif, donc, un, de sensibiliser à l'activité physique l'ensemble des collégiens, deux, de créer du lien entre le sport scolaire et le sport fédéral, et bien évidemment, l'échange avec les différents acteurs du sport. Sur un point de vue chiffre, nous intervenons à chaque rentrée scolaire sur le mois de septembre sur 8 à 10 collèges gersois, ce qui nous permet de sensibiliser environ 800 à 1000 jeunes. Voilà. Je pense que ce dispositif-là est d'autant plus important en ce moment avec les problèmes que l'on connaît sur le Covid. Les chefs d'établissement, les profs EPS et les différentes équipes pédagogiques nous font savoir les modifications de comportement de la jeunesse. Donc voilà, on y est en plein en ce moment d'ailleurs. Je vous remercie. Merci Yvan. Donc je reprends pour terminer en fait là où on en est, les perspectives. Alors bien sûr, on vous a vraiment présenté que quelques dispositifs. Dans le collège, il y a aussi un autre dispositif Alter Ego dont on n'a pas parlé, porté par l'UFOLEP. Mais voilà, encore une fois, le temps ne nous le permet pas. Sur le constat, 15 ans après, on se rend compte que malgré les grands objectifs poursuivis, je ne vais pas revenir dessus, mais mobiliser l'ensemble des jeunes, l'inciter à l'environnement, intervenir sur l'environnement, c'est très complexe pour nous à aujourd'hui de pouvoir dire sur un même territoire, pour les mêmes enfants, est-ce qu'on est sûr que l'ensemble de nos dispositifs ont pu être à disposition de ces jeunes et donc pouvoir concrètement mesurer si un même jeune a pu s'engager dans l'activité physique et donc réaliser 1 heure de pratique physique par jour, mais cela dans la durée. C'est-à-dire, est-ce que malgré les différents dispositifs que l'on a pu mettre sur l'ensemble du département, est-ce qu'un même jeune sur un même territoire, on est sûr effectivement qu'il a une pratique d'activité physique, que l'environnement a été aménagé, adapté, développé pour favoriser, inciter cette pratique physique. Donc, à aujourd'hui, la limite de l'ensemble des actions que l'on a mis en place, c'est celle-ci, c'est qu'on n'a pas pris le temps, ou en tout cas, on n'a pas mesuré cet impact sur les jeunes. Donc, la perspective, et on va profiter en termes d'opportunités, donc ce que j'ai dit tout au début, notre réforme d'État, on passe à l'éducation nationale. Donc, quelque part, c'est un peu aussi facilitant, parce que du coup, on va pouvoir mieux articuler nos actions au temps scolaire et périscolaire. En termes d'opportunités, vous avez peut-être entendu parler de l'AMI 30, c'est l'appel à manifestation d'intérêt de 30 minutes d'activité physique par jour sur le temps scolaire porté par le ministre de l'Éducation nationale en décembre. Donc, il y a toute une dynamique autour de ce dispositif. Mais on ne voulait pas non plus s'arrêter encore une fois sur un autre dispositif qu'on ramenait d'une façon verticale. On a en opportunité dans le département du Gers une expérimentation sur un territoire qui s'appelle Grandir dehors. Vous en avez peut-être entendu parler de cette action où on a des différents pays qui ont mis en place des autres formats de temps scolaire à l'extérieur. Et donc, on a un territoire, le territoire du Savès, qui mène cette expérimentation. On travaille avec eux depuis 1 an. Et à partir de septembre 2021, elle sera en place où, effectivement, tout le territoire travaille sur l'ensemble des 3 axes. On va retrouver, par rapport à l'activité physique, à la fois des actions dans le temps scolaire avec les familles, en extrascolaire sur l'environnement. Donc, il y a énormément de choses qui vont être mises en place là aussi. Du coup, de ce qu'on peut ressortir aussi, c'est peut-être que vous l'avez peut-être perçu, on a vraiment une force sur le département avec ce réseau d'acteurs publics-privés qui travaillent depuis 15 ans. Donc, on va essayer, voilà, notre perspective, et on a une première réunion demain matin avec l'inspecteur d'académie, c'est de poser pour
à terme, en objectif à 2024, essayer de mettre en place des évaluations concrètes sur un même territoire, du type de l'expérimentation Grandir dehors, pour arriver à mesurer si bien tous nos dispositifs sont bien mis en place sur ce territoire et plus, et même d'autres dispositifs, bien sûr, pour arriver à mesurer en termes d'efficacité concrète si les jeunes aujourd'hui dans le Gers, sur nos territoires, réalisent bien 1 heure d'activité physique, mais cela dans la durée, pas simplement sur le temps de 3 mois, 4 mois, bien au-delà sur l'année, voire sur 4 ans. Voilà ce qu'on voulait vous présenter. On est désolé, au pas de charge, en 20 minutes, mais voilà, on est à votre disposition. Merci. Aucun problème, vous étiez dans les temps. On avait un petit décalage de 5 minutes, donc vous avez parfaitement rempli le contrat. Merci à vous, Madame Canton-Darnaud, Madame Mediamol et Monsieur Baraté pour ces explications et ces exemples. Nous allons maintenant passer au 3e temps qui nous amènera jusqu'à 11h45, donc consacré aux questions des participants et aux échanges avec les professionnels. Alors, la première question que je vais relayer portait sur la présentation de Madame Rostand et notamment ce qui avait été dit lors de la première phase de déploiement, mais donc ça peut aussi s'élargir pour où en est les dispositifs de type, où en sont les dispositifs de type ICAPS maintenant. C'est à la base qui choisit les actions à mener dans les collèges. Comment se fait ce choix? Alors, est-ce qu'on parle de la première phase de déploiement ou est-ce qu'on parle justement de la 2e phase de déploiement? Et là, ça va plus concerner pour le coup le CND-APS. Alors, pour le coup, la question a été posée lors de la première phase, mais je pense qu'il peut être intéressant de faire une question à la fois pour la première et pour la 2e phase. Donc, je vous laisse répondre d'abord peut-être Madame Rostand et ensuite donner la parole au CND-APS. Tout à fait. Alors, ce que je vais peut-être juste partager, si c'est possible, mon écran, parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas montré tout à l'heure. Hop, voilà. Je ne sais pas si vous voyez ce qui apparaît à l'écran. On le voit. Si vous pouvez le mettre voilà, en diaporama, c'est bien. Je vais passer en diaporama. Voilà. Simplement pour vous dire que effectivement sur la première phase de déploiement, il y a eu un appel à projet qui a été lancé et donc il fallait que les sites pilotes qui ont été sélectionnés répondent aux exigences d'un cahier des charges. Ce que je peux dire sur les 2 appels à projet, c'est qu'en tout, on a eu plus de 100 demandes, mais que effectivement notre enveloppe financière ainsi que les moyens, les ressources humaines ne nous ont pas permis d'aller au-delà des 15 sites pilotes. Et donc, je vous ai mis les porteurs et les partenaires pour la vague 1. Et évidemment, en rouge, je vous ai fait apparaître les porteurs du Gers, donc qui viennent de présenter tout ce qui a été fait depuis. Vous pouvez voir que c'est très varié et très, très divers. Et puis, évidemment, les porteurs et les partenaires de 2012 avec à nouveau en rouge le centre socioculturel et sportif Léo Lagrange de Colombelles, donc, qui est devenu CND-APS. Donc, voilà pour la partie, on va dire, historique et première phase de déploiement. Et je laisse la parole pour la suite au CND-APS, donc à Fabrice Dosville ou Florent Boucher. Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler la question? Pardon. Oui, bien sûr. Bien sûr, la question initiale, c'était au final qui choisit ou comment on se choisissent les actions qui sont à mener dans les collèges. Elle était posée initialement pour la première phase de déploiement, mais c'est effectivement si je ne sais pas comment on peut dire, les critères de sélection ou les modalités de choix ont évolué par la suite lors de la 2e phase de déploiement, ça peut être intéressant effectivement de le préciser. Alors, autant effectivement à l'époque Santé publique France, enfin l'ex-INPES en fait choisissait sur des appels à candidature, un appel à projet. Aujourd'hui, le CND-APS est là pour en appui et plutôt pour accompagner et non pas sélectionner les projets. Donc toute structure associative, ça peut être aussi un établissement scolaire, on a vu des CROSS ou des CDOS, une collectivité peut solliciter le CND-APS pour cet accompagnement. Alors, ça peut être évidemment autour de la formation, l'accompagnement pour le diagnostic, pour la mise en place des différents objectifs, pour travailler autour de la mise en œuvre d'ailleurs finalement du CAPS, mais nous ne sommes pas là pour sélectionner. Après, les financements peuvent venir, alors
c'est de l'autofinancement pour certains. D'autres vont répondre à des appels à projets. Donc, c'est la recherche de financement aussi. Ça peut être l'ARS. On a vu qu'il y avait beaucoup des régions, là, je vous ai parlé tout à l'heure, donc la Normandie, le Grand Est, la Bretagne, la région PACA, la Réunion, c'est l'ARS de la région qui va proposer un appel à projet autour d'ICAPS. Et puis, généralement, le CNDAPS travaille en étroite collaboration avec l'ARS de la région pour alors, pas nécessairement sélectionner, mais pour travailler autour des critères et des indicateurs. Finalement, il n'y a pas un cahier des charges en tant que tel, finalement, puisque vous avez vu que les actions sont très, très larges, mais il faut juste répondre finalement à cette pratique d'activité physique régulière que Gers a évoqué là tout à l'heure. Et donc, on est là plutôt en accompagnement et en appui. Voilà. D'accord, merci pour ces précisions. Et au passage, vous avez aussi donné des éléments de réponse à une question qui venait d'être posée sur les modes de financement pouvant être mobilisés pour la mise en place de projets de type ICAPS. Donc merci pour ça. Je pense que M. Boucher a peut-être quelques pistes. Ah pardon, allez-y, je vous en prie. Non, pour les modes de financement, oui, je peux peut-être apporter deux, trois éclaircissements. Effectivement, un des financeurs, le financeur principal, ça peut être sur une région, effectivement, l'ARS, tout simplement. Dans d'autres endroits, c'est vrai que c'est divers, comme a dit monsieur Doseville, une collectivité, une région peut se lancer dans le dispositif ICAPS et décider, et c'est le cas, on vient d'être sollicité pour mettre en place un projet au sein de lycées, en ce qui concerne les régions. Pour les départements, ça va beaucoup être en lien avec les collèges. Si je prends une mairie, une collectivité, eh ben, on va avoir beaucoup plus de liens, alors là, localement parlant, avec les écoles maternelles, les écoles primaires. Si je prends une structure comme la mienne, c'est en lien avec un centre social. Donc, il n'y a pas… c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de l'importance de l'ancrage dans le milieu scolaire du dispositif ICAPS, mais il faut voir tout ce qu'il y a à côté. Il a été cité tout à l'heure aussi le travail que peut mettre en avant les accueils de loisirs, les ACM. Voilà, je reviens encore sur le centre social. Ça, c'est quelque chose qui est primordial, notamment dans les QPV. C'est comment aller chercher le public, les jeunes les plus éloignés de la pratique sportive. On a parlé de l'UNSS, mais dans certains quartiers, les jeunes, après l'école, le mercredi midi, ils rentrent chez eux et ils n'ont pas forcément la possibilité, malheureusement, de pouvoir retourner sur des structures sportives au sein du collège, notamment. Donc, quel lien peut y avoir avec les professeurs de PS? Quel lien il peut y avoir en termes de cohésion partenariale pour permettre généralement à des jeunes de quartier de pouvoir pratiquer et de rentrer dans un dispositif ICAPS et de pouvoir être évalué sur cette fameuse dose d'1 heure d'activité physique en plus par semaine. Centre social, centre de loisirs, on parle d'une politique jeunesse. Je ne sais pas si vous savez tous, voilà, la CAF propose aussi depuis peu ce qu'on appelle une prestation de service jeune, avec des objectifs autour de l'autonomie, avec des objectifs appelés actions hors des murs d'une structure. Je prends une maison de quartier, je vais être très cliché, j'ai un accueil de jeunes entre 11 à 18 ans. Toutes les actions hors les murs, c'est des actions, bien sûr, de par son nom, qui vont avoir lieu en dehors de la structure d'accueil. Et là, cette activité physique peut permettre de rentrer dans ce dispositif et d'être financée par la CAF. Mais là, ça demande du partenariat, ça demande du travail de longue haleine et ça demande du réseau. Voilà, ça c'est un autre exemple. Dernièrement, l'État a financé beaucoup de dispositifs autour de ce qu'on appelle les vacances apprenantes. Le matin, on est sur les leçons, on est sur des révisions et l'après-midi, on peut être sur des activités dites sportives. Mis bout à bout, voilà, je ne vais peut-être pas avoir de l'ICAPS à la fin parce que 7 heures d'activité physique, elle est essentielle. Voilà, si je fais du one-shot, ça ne sert à rien. Si je fais un stage sportif d'une semaine, voilà, je n'aurai pas d'effet scientifiquement, il n'y a rien de prouvé par rapport à tout ça. Mais mis bout à bout, si on met tout ça bout à bout, effectivement, on part sur le temps de l'enfant. Et bon, on ne parle pas d'élèves, hein. Sur le temps de l'enfant, on arrivera à cette fameuse heure, d'1 heure de dose en plus par semaine. Voilà, j'espère que j'étais à peu près clair, mais voilà, il y a des financements à aller chercher auprès de la CAF, auprès de feu la DDCS, auprès des préfectures, via les différents dispositifs.
Vous avez été parfaitement clair. Merci pour ces précisions. Ça rejoint aussi des questions qui avaient été posées initialement sur le fait de savoir s'il était possible de mener de telles études, de telles actions auprès d'élèves scolarisés en primaire ou dans les clubs sportifs. Vous y avez répondu au cours de votre développement, hein, en expliquant l'élargissement en fait du public auquel sont destinés ces dispositifs de type ICAPS. Nous avons une demande plus spécifique de Cudellaro, éducatrice sportive en IME. Est-ce que ICAPS peut se mettre en place dans le milieu spécialisé tel que IME, IMP Pro, ITEP? Complètement, puisque on ne cible pas un public particulier, et donc tous les jeunes de 3 à 18 ans, ou voire jusqu'à 25 ans, pourraient être impliqués dans un programme ICAPS. Alors, quand j'ai vu cette question, j'ai non pas été surpris, mais plutôt surpris de notre part. On ne l'a jamais abordé. Mais effectivement, parce que la plupart des projets ICAPS qui sont montés, là, sous couvert de Madame Rostand qui pourra confirmer, mais il n'a jamais impliqué d'établissements comme des IME ou quoi que ce soit. Mais ça serait tout à fait logique. Tout à fait logique. Alors, si je puis me permettre, généralement, les enfants des IME, entre guillemets, sont intégrés dans les centres de loisirs et peuvent bénéficier d'un dispositif ICAPS, encore faut-il qu'il y en ait sur leur territoire. Il n'y en a pas beaucoup, ça se met en place et ça va se développer. Et intégrer le dispositif ICAPS via les accueils collectifs de mineurs, par exemple, les ACM. Au sein d'un IME, alors je ne connais pas suffisamment. Hein. On a travaillé sur le territoire avec des animateurs sportifs, entre guillemets, IME. Voilà, je ne sais pas s'ils pratiquent déjà. Il y a combien de temps au niveau de l'EPS? Voilà, il faut vraiment que ce soit en dehors du temps précis et déjà dévolu à cela pour qu'on soit sur de l'ICAPS également. D'accord. Merci. Madame Rostand, vous vouliez ajouter quelque chose ou... Oui, peut-être pour compléter, c'est vrai qu'au moment de la rédaction du guide, ça a été posé par, le guide a été relu donc, par des acteurs de terrain. Ils nous disaient, mais quelle place pourrait prendre ICAPS par rapport au handicap? Et je crois qu'effectivement, c'est des publics qui sont, j'allais dire, qui ont doublement besoin justement de cette activité physique. Donc, c'est vrai que l'expérimentation n'a pas été mise en place avec ce genre de public, mais je ne vois pas du tout pourquoi ça ne serait pas possible. Après, voilà, c'est à adapter à la structure, c'est ce que vient de dire Monsieur Boucher. Il faut voir comment ça peut se mettre en place, mais il n'y a absolument aucune raison ou contre-indication pour qu'on ne puisse pas mettre ce type de projet en place dans ces structures. Oui. N'hésitez pas aussi, messieurs, dames, les professionnels du GERS à intervenir ou à demander la parole si vous souhaitez apporter des précisions aux questions qui sont en train d'être posées. Je ne sais pas si vous avez cette expérience-là dans le département du GERS. Oui, bonjour, Jacques Brussiot, je suis vice-président du comité olympique et sportif et j'ai été l'auteur avec Nadine Canton à l'origine de la mise en place du premier projet ICAPS. Et je voulais vous rappeler, parce que je n'en ai pas beaucoup entendu parler, de la nécessaire implication du monde sportif à travers ses comités et ses clubs dans un partenariat. Si le monde sportif n'est pas impliqué, il n'y aura pas de suite au programme que vous mettez en place dans les écoles. Le temps extrascolaire, c'est le mouvement sportif, avec les collectivités peut-être, qui peut générer des activités complémentaires des projets que vous mettez en place. Je crois que c'est très important et qu'il faut que tout le monde le prenne en compte. Je n'ai pas vu beaucoup ou pas beaucoup d'allusions à des complémentarités avec le monde sportif. Ça ne s'arrête pas, même pour les gosses tout petits à l'école, il y a des écoles de sport. Nous, on le voit dans le Gers depuis le début. Le comité départemental olympique et sportif, non seulement pour assurer le portage économique, on va dire, ou l'environnement économique du système, parce que c'est plus facile à une association de le faire, mais aussi parce qu'on a mobilisé l'ensemble des comités sportifs qui se sont formés au sport santé, qui ont formé des éducateurs pour pouvoir intervenir à tous les niveaux, que ce soit dans les écoles, ailleurs, dans les contrats de politique de la ville ou à tous les niveaux. Je crois que c'est essentiel dans les partenariats. Nous avons des éducateurs, nous avons des animateurs, nous avons des gens qui peuvent aller sur le terrain et qui peuvent prendre la suite de tous ceux qui mettent les programmes en place. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire.
Merci pour ces précisions. Je ne sais pas s'il y a une réaction. Non, je me permets qu'effectivement, allez-y. alors, je vais mettre une autre casquette. Je suis aussi administrateur du Cross Normandie, donc c'est un milieu que je connais très très bien. Le monde sportif, effectivement, voilà, on ne l'a peut-être pas suffisamment valorisé, mais il doit être présent, il doit être moteur. C'est un partenaire qui va amener cette complémentarité en termes de professionnalisme autour des interventions sur le temps scolaire, entre guillemets, plutôt extrascolaire et périscolaire. On fait appel à des sportifs, à des éducateurs sportifs qui se doivent d'être formés. Donc, ce qu'on n'a pas précisé avec M. Doseville également, c'est que, et je crois qu'il y a eu une question un petit peu dans ce sens-là, il y a une formation à destination des coordinateurs de projet. Et nous proposons aussi sur une journée, je crois, là je redonnerai la main à Fabrice Doseville, on peut sensibiliser, et plus que sensibiliser, à c'est quoi l'inactivité physique, c'est quoi la sédentarité, et c'est quoi ICAPS? C'est-à-dire que l'intervenant qui va venir sur le temps méridien, que ce soit au collège, en primaire, avant l'école ou après l'école, les mercredis, etc., voilà, qui ait du sens pour, alors même s'il vient du club sportif local, il faut, qu'il sache pourquoi il intervient et dans quel concept et dans quel dispositif. Fabrice, si tu veux apporter des compléments ou... Non, je confirme effectivement. Le monde sportif est effectivement très important. On en parlait. D'ailleurs, un certain nombre de structures sont des structures, des associations sportives et culturelles. Alors, elles sont pas nécessairement, elles sont liées à des fédérations souvent, que ce soit les Hauts-de-Grange ou autres d'ailleurs. Donc, effectivement, le monde sportif est important, comme aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, aussi le lien parfois avec des actions qui sont en lien direct avec l'alimentation, la nutrition. C'est très complémentaire et c'est important, même si ICAPS est très, très centré sur l'activité physique. L'alimentation est un élément qui est pris en compte dans pratiquement tous les programmes ICAPS. Alors, ce n'est pas le cœur du projet ICAPS, mais c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, effectivement. Et effectivement, il s'avère que certains porteurs nous ont sollicité, le CNDAPES, pour faire des mini-formations d'une journée autour des éducateurs sportifs, justement, pour les sensibiliser, pour développer les éléments de langage commun, puisque beaucoup de fédérations sportives se sont lancées dans le sport santé depuis déjà quelques années. Par contre, autour de la notion de prévention primaire notamment, des éléments de langage commun autour de la sédentarité, il y a tout un travail, et puis comprendre à quel point l'activité physique peut être impliquée dans ce genre de prévention et autour d'un projet ICAPS. Merci pour ces précisions. Alors justement, vous aviez évoqué la formation. Vous avez amené quelques éléments déjà de réponse, mais il y avait quelques questions en plus. Alors initialement, la question a été posée lors de la présentation du déploiement de la phase 1 sur les 15 sites pilotes. Donc c'était quelle est la durée de la formation des professionnels des sites pilotes et quel type de professionnels sont formés. La formation est-elle ouverte à tout le monde ou seulement aux porteurs de projet? Il me semble dans votre discours que vous aviez évoqué une formation d'une journée et demie. Est-ce que vous pouvez préciser les types de professionnels qui peuvent être formés? Est-ce que c'est ouvert à tous? Ouais, très rapidement. Oui, la formation, elle est ouverte à tous. Dès lors, on veut s'impliquer dans un projet ICAPS. L'idée générale, c'est d'avoir le porteur, c'est-à-dire la coordinatrice ou le coordinateur du projet au sein de la structure qui va porter le projet ICAPS, accompagné des principaux acteurs, des principaux partenaires. Donc, par exemple, dans les premières vagues, pour Colombelle, il y avait l'Université de Caen, la commune de Colombelle et puis l'association sportive et culturelle. Aujourd'hui, on est toujours dans cette optique-là. Donc, on va principalement former les gens qui sont impliqués dans les projets ICAPS, notamment la coordinatrice ou le coordinateur de projet autour du porteur, accompagné évidemment des différents intervenants. Alors, ça peut être des éducateurs sportifs, ça peut être des étudiants aussi. Donc, c'est très ouvert. C'est dès lors où on veut intégrer ce genre de formation. Donc, il n'y a pas de prérequis en tant que tel, évidemment. Deuxième point, ça s'adresse à tout le monde. Dans la prochaine maquette de l'université, le module ICAPS sera un module pour les étudiants. Alors, évidemment, ils ne seront pas là pour mettre en place un projet ICAPS, mais ça leur permettra aussi, eux, d'acquérir un certain nombre de compétences et de connaissances, notamment sur ce projet. Donc, c'est ouvert, évidemment, à tous ceux qui le souhaitent.
Voilà, je me permets de rajouter, de compléter. On a quelques demandes là en cours, notamment de coordinateurs ou coordinatrices de contrats de CLS ou d'ateliers santé-ville. On a des chefs de service de certains départements qui demandent aussi à être plus que sensibilisés, donc formés à c'est quoi ICAPS et comment on s'y prend. Voilà, pour compléter. Mais on est ouvert effectivement à une formation assez large, entre guillemets. D'accord. Merci pour ces réponses. Alors, j'en profite pour vous dire que dans le chat, on vous demande explicitement vos coordonnées. Nous avons fait le lien avec le site du CNDAPS. Après, voilà, je vous laisse seul juge si vous voulez mettre vos coordonnées, les coordonnées du CNDAPS dans le chat. Évidemment, vous le pouvez si les acteurs souhaitent vous contacter. Il y a une question qui porte en tout cas sur la question du partenariat avec l'éducation nationale. Qu'en est-il du partenariat et de la mobilisation de l'éducation nationale en fait? Quels sont les freins et les leviers dans le partenariat et dans la mobilisation notamment des enseignants avec l'éducation nationale? Et ensuite, on a une question sur les cantines scolaires. Vous aviez évoqué l'alimentation, mais il y a aussi, est-ce que les cantines scolaires sont partenaires actifs dans ces projets? Qui souhaite répondre? Fabrice? Oui, non, mais... Moi, je vais répondre pour la cantine. Je vais laisser Monsieur Boucher répondre pour la première partie, même si je vais aborder un petit peu cette question. Pour les cantines, oui, certains projets, alors comme à La Réunion ou en Normandie, les cantines scolaires travaillent en partenariat soit avec des associations sportives, mais aussi avec parfois les enseignants autour alors ça peut être, c'est plutôt d'événementiel, on va dire, autour de la semaine du goût, des choses comme ça. Et donc, c'est un partenariat qui se fait avec les associations sportives et culturelles, avec l'établissement scolaire, à travers le chef, le responsable de la cantine, du self. Donc, il y a certaines actions qui portent là-dessus, justement, parce qu'il n'est pas toujours si simple de mettre en place des actions coordonnées entre l'activité physique et justement l'alimentation. Donc, ça se fait, oui, il y a des actions qui peuvent se mettre en place. Quant au lien entre l'éducation nationale et puis justement, souvent les porteurs de projets, clairement, alors je vais essayer faire attention à la manière dont je vais répondre, mais, et M. Boucher pourra compléter, mais il faut, et c'est comme partout, il faut des acteurs, des gens actifs qui s'engagent, qui s'investissent. Et effectivement, lorsqu'on tombe sur un chef d'établissement, une chef d'établissement, une équipe pédagogique qui est motivée, qui a envie et qui y croit, ça va être beaucoup plus facile que lorsqu'on a quelqu'un ou une équipe qui ne souhaite pas s'engager. C'est assez classique, je dirais. Oui, si je puis préciser, moi, tout à fait. Hein. Il faut arriver avec un projet ficelé, monté, validé, avant de le présenter à une équipe éducative, à un principal. Généralement, ça s'adresse à 3 personnes. Hein. La réunion va rassembler le principal ou la principale de collège, donc le chef d'établissement, le ou la CPE et l'infirmière du collège. On met tout le monde dans la boucle. On parlait de conventionnement, donc l'idée aussi, c'est de conventionner justement la structure porteuse de ICAPS avec l'établissement scolaire lorsqu'il y a ce lien-là. Et c'est l'intégration notamment au sein du conseil d'administration et au sein de ce qu'on appelle le CESC. Voilà, c'est des choses assez importantes. Après, en termes de stratégie, en termes de développement, arriver donc avec un projet ICAPS qui a du sens et qui répond à l'infirmière, à ses attentes, qui répond à un chef d'établissement, lorsque vous mettez des actions, activités physiques en place sur le temps méridien, par exemple, et que vous retirez d'une cour de récréation, entre guillemets, au sein d'un collège, 30 à 50 jeunes que vous allez encadrer sur de l'activité physique et sportive ou que vous allez encadrer sur des activités autour de l'alimentation, autour du bien-être, autour d'un journal du collège qui peut reprendre toutes ces thématiques-là, on vous ouvre un peu plus facilement les portes. Et je rajouterais même qu'il est par contre important que les animateurs, les éducateurs sportifs qui mettent un pied au sein du collège soient professionnels, soient formés, mais ça c'est du cliché que je vous donne, mais c'est vraiment très important. Et c'est plus facile de se faire ouvrir une porte au sein d'un collège lorsqu'on met à disposition sur ces temps-là des licences STAPS, éducation et motricité, qui sont susceptibles de devenir de futurs enseignants d'EPS. Voilà, il s'agit aussi de ne pas heurter
ça arrive rarement, ça l'a été il y a encore quelques années, maintenant beaucoup moins, la susceptibilité de professeurs d'EPS qui pourraient voir d'un mauvais œil le fait de faire intervenir des intervenants extérieurs sur de l'activité physique sur les différents temps périscolaires. Voilà. Merci pour votre Et réponse. un dernier point, voilà, il y a d'autres demandes aussi, il y a des enseignants de primaire qui demandent également à être formés. Donc là, il y a peut-être une entente à faire, M. Doseville, avec l'ESP, notamment dans certaines régions. Oui, allez-y, je vous en prie. Il y a un travail qui est en cours de réflexion avec le CNDAPS, Santé publique France, et puis l'éducation nationale autour de la formation dans les INSP, les anciens SP, anciens IUFM, là où se fait la formation des futurs enseignants, professeurs des écoles, enseignants d'EPS et autres enseignants, qu'on est en train de travailler sur les offres de formation. Ça prend un peu de temps. Merci. Alors juste, pour terminer, je sais qu'on a un tout petit peu dépassé le temps, mais on va prendre le temps d'une dernière question en fait, qui est liée au rôle du CNDAPS et à l'accompagnement. En fait, c'est un package de plusieurs questions qu'ont posées les participants et ça me paraît logique de la relayer. Par contre, je vous demanderai de faire des réponses relativement brèves si c'est possible, de façon à ce qu'on puisse ne pas mettre en retard les participants qui nous suivent. Il y a la question sur l'accompagnement en fait, du CNDAPS en ce qui concerne la partie diagnostic territorial. Quel peut être le soutien du CNDAPS? Est-ce qu'il est possible de bénéficier d'un accompagnement pour la conception, la recherche, le financement? Il y a la question sur le fait que le CNDAPS, est-ce que c'est le CNDAPS qui anime ces services, donc dans votre partie biens et services proposés aux jeunes? Et vous avez répondu à la question qui peut être porteur, mais il y avait la question aussi de comment se déclarer porteur de projets type ICAPS. Alors, je me doute que ça fait beaucoup de questions et des réponses brèves. Répondez comme vous le pouvez. Merci. Oui, non, oui. Oui, non, oui. Donc oui, pour la partie diagnostic territorial, non, ce ne sont pas les professionnels du CNDAPS qui animent ces services. Et vous m'avez dit oui, non, oui. Donc oui, comment se déclarer porteur? C'était ça la dernière question. Déclarer porteur. En fait, il ne faut pas hésiter à nous solliciter, effectivement, ne pas voilà. Et après, on travaille et ça se construit. C'est ce qu'on avait dit. Ça se construit. D'un côté, l'accompagnement ou la formation, l'accompagnement pour mettre en place un projet, il suffit de nous connecter, de nous solliciter, d'aller sur le site internet, vous avez nos coordonnées, toutes les enfin, un grand nombre d'informations, nous contacter, on a déposé le mail tout à l'heure sur le chat, que ça se construit. Vraiment, nous sommes vraiment en appui pour ce déploiement et donc on est là pour accompagner, soutenir et construire ensemble en fonction du territoire. Voilà. Et le nom, je ne sais plus pourquoi c'était. Alors non, oui, effectivement, et je reviens sur ce que disait tout à l'heure le président du CROSS. C'est important d'avoir un partenariat avec des éducateurs sportifs, avec des associations pour justement qu'ils puissent intervenir. On n'a pas sous la main en région des groupes d'éducateurs sportifs comme ça, mais il y en a des très bons et très performants au sein des associations, au sein des départements, des CROSS, des CDOS ou voire des collectivités. C'est parfait. Écoutez, je vous remercie. Je voulais remercier les participants. Cette matinale touche maintenant à sa fin. Remercier bien sûr les intervenants pour votre implication, votre engagement et l'intérêt que vous avez porté à cette matinale. Comme nous l'avons déjà évoqué dans le chat, vous pourrez retrouver les documents qui ont été proposés lors de cette matinale sur le site du DRAPS. Vous allez les recevoir également par mail assortis d'une évaluation de cette matinale. Je sais que les évaluations, c'est toujours un petit peu rébarbatif à remplir, mais on vous invite à y répondre. C'est assez court, ça nous permet d'améliorer nous aussi la qualité de nos actions et la construction des matinales. Je voulais ajouter que cette matinale a été enregistrée, donc elle devrait être disponible d'ici une semaine et demie sur le site du DRAPS, donc vous pourrez la visionner ou la transmettre à des partenaires qui n'ont pas pu être présents ce matin. Donc vraiment, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup.